À la fête pour la promotion de mon frère, il m'a présenté, ma sœur, sans diplôme ni avenir, qui vit à nos crochets. Tous ont ri. J'ai levé mon verre, santé. C'est la dernière fois que vous me verrez. Je suis parti dans un silence glacial. Je m'appelle Jeanne, une artiste de 28 ans originaire de Lyon. En grandissant, la famille représentait tout pour moi, en particulier ma relation avec mon frère, Adrien. Pendant qu'il courait après les diplômes et la réussite en entreprise, j'ai suivi ma passion pour l'art malgré la désapprobation de ma famille. Je n'aurais jamais imaginé que lors de la célébration de sa grande promotion, mon propre frère ferait de moi la risée de la famille. Mais cette nuit-là a tout changé entre nous pour toujours. J'ai grandi dans un foyer où la réussite scolaire n'était pas seulement encouragée, elle était attendue. Mon père, Thomas, a bâti sa réputation comme l'un des plus grands chirurgiens cardio-thoraciques de Lyon. Chaque conversation au dîner incluait des récits de sa dernière intervention chirurgicale salvatrice ou de ses avancées en recherche. Ma mère, Diane, était professeure titulaire au département de lettres dans une université prestigieuse, publiant régulièrement dans des revues universitaires et recevant des prix pour sa critique littéraire. Leurs photos de mariage montraient deux personnes avec 3 diplômes d'études supérieures à eux deux, posant fièrement en toge académique. Et puis il y avait Adrien, mon frère, de 3 ans mon aîné. Il était l'incarnation de tout ce que mes parents valorisaient. Il ramenait des bulletins parfaits, gagnait des concours de sciences, était capitaine de l'équipe de débat et a finalement été major de sa promotion. Ses lettres d'acceptation sont venues de toutes les meilleures grandes écoles, déclenchant des semaines de délibération sur le chemin prestigieux qu'il devrait choisir. Il a finalement choisi la prestigieuse faculté de droit d'Assas, rendant nos parents si fiers que je me demandais parfois si leur visage n'allait pas se fendre. J'ai profondément aimé Adrien en grandissant. Avant que les études ne le consument, nous construisions des cabanes en couverture, inventions des jeux élaborés dans le jardin et partagions des secrets chuchotés après l'heure du coucher. Il me protégeait des brutes dans la cour de récréation et m'a appris à faire du vélo. Pendant des années, il a été mon héros, mon confident, mon ami. Mais quelque chose a changé pendant ces années de lycée. Ces réussites ont créé une distance entre nous qui s'est creusée à chaque cérémonie de remise de prix et tableau d'honneur. Pendant ce temps, j'ai eu du mal avec l'éducation traditionnelle dès le début. Mon institutrice de CE1 a convoqué mes parents parce que je n'arrêtais pas de faire des dessins élaborés au lieu de terminer mes fiches de mathématiques. Au collège, mes bulletins notaient constamment que j'étais brillante mais dissipée, créative mais facilement distraite. Le lycée est devenu un exercice d'endurance. Alors que je pouvais écrire des dissertations convaincantes en français et créer des projets magnifiques en cours d'art plastique, les examens standardisés étaient ma bête noire. Les chiffres dansaient devant mes yeux pendant les examens. Les dates historiques refusaient de rester dans ma mémoire et les formules scientifiques semblaient être une langue étrangère. Mes talents artistiques se sont épanouis durant cette même période. J'ai gagné des concours d'art régionaux, eu des œuvres exposées dans des galeries pour jeunes et reçu les éloges d'artistes professionnels qui ont examiné mon portfolio. Mais à notre table, ces accomplissements étaient salués par de rapides hochements de tête avant que la conversation ne revienne au dernier triomphe académique d'Adrien ou au succès professionnel de mes parents. Lorsque la saison des candidatures pour l'enseignement supérieur est arrivée pendant mon année de terminale, le conflit familial inévitable a éclaté. Je voulais aller dans une école d'art. Mes parents insistaient pour une université traditionnelle sur 4 ans, avec peut-être une mineure en art si je maintenais des notes parfaites. Les disputes avec mon père sont devenues vives, jusqu'à ce qu'il déclare qu'il ne gaspillerait pas d'argent pour un diplôme en peinture au doigt. J'ai rétorqué que je ne perdrais pas des années à étudier des matières qui ne serviraient jamais mon avenir. Ma mère a essayé de jouer les médiatrices mais a finalement pris le parti de mon père. Adrien, rentré de sa première année à Assas, m'a prise à part lors d'une dispute particulièrement amère. Je pensais qu'il pourrait m'offrir son soutien ou au moins sa compréhension. Au lieu de cela, il m'a conseillé de simplement obtenir le diplôme pour faire plaisir à tout le monde. C'était la première fois que je réalisais qu'il ne voyait pas mon art comme une voie légitime. Pour lui, c'était juste de l'entêtement, pas de la passion. J'ai pris ma décision après le bac. Alors que mes camarades de classe se dirigeaient vers les résidences universitaires et les journées d'intégration, j'ai pris un travail dans un café local, loué un minuscule studio en colocation avec 2 autres personnes et me suis inscrite à des cours du soir dans un centre d'art communautaire. Mes parents ont prédit que je reviendrais en rampant dans les 6 mois, suppliant pour qu'ils paient mes frais de scolarité. Adrien a parié que ce serait 3 mois. Les premières années ont été, admittedly, difficiles. J'ai cumulé plusieurs emplois dans les services,
accepté tous les contrats de design que je pouvais trouver et construit mon portfolio pièce par pièce. J'ai conçu des logos pour des entreprises locales, créé des faire-part de mariage et illustré des histoires pour enfants pour des auteurs auto-édités. J'ai survécu grâce aux nouilles instantanées et à la détermination. Lors des réunions de famille, qui se sont faites de plus en plus rares, je subissais les questions sur le moment où j'allais trouver un vrai travail ou retourner à l'école. Mes réponses sur la construction de mon entreprise en freelance étaient accueillies avec des regards sceptiques et des changements de sujet. 10 ans se sont écoulés ainsi. Adrien est sorti d'Assas avec les honneurs, a été assistant d'un juge fédéral et a atterri chez Dubois et Associés, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Lyon. Pendant ce temps, j'ai établi une réputation croissante dans le design graphique, construisant lentement une base de clients qui m'a permis de quitter mes emplois de service et de me concentrer entièrement sur mon travail créatif. J'ai trouvé mon propre appartement, créé un site web professionnel et même embauché un assistant pour gérer les tâches administratives. Mes créations ont remporté des prix dans des publications professionnelles et j'ai commencé à recevoir des demandes de plus grandes entreprises. Non pas que ma famille l'ait remarqué. Lors des fêtes, mes parents présentaient toujours Adrien comme leur fils, l'avocat, tandis que je restais leur fille avec son hobby. Quand je partageais la nouvelle d'un client majeur ou d'une reconnaissance professionnelle, la réponse était invariablement un désintérêt poli, suivi d'un retour sur la dernière victoire d'Adrien au tribunal. Lorsque l'invitation pour la fête de promotion d'Adrien est arrivée, j'ai ressenti le mélange familier d'obligation familiale et d'appréhension personnelle. Après 5 ans chez Dubois et Associés, il était nommé associé, le plus jeune de l'histoire du cabinet. Ma mère a appelé pour s'assurer que je viendrais, ajoutant que je devrais porter quelque chose d'approprié, pas mes tenues artistiques habituelles. La pique subtile m'a blessé, mais j'ai accepté de venir. Malgré tout, je m'accrochais à l'espoir qu'un jour, mon succès compterait pour eux, qu'ils finiraient par voir ma voix comme valide et précieuse en soi. Je n'aurais jamais imaginé que cette fête deviendrait le point de rupture, la nuit qui sectionnerait mes liens familiaux et me forcerait à redéfinir complètement ma propre estime de moi. L'invitation spécifiait une tenue de soirée, alors j'ai investi dans une robe que je ne pouvais pas vraiment me permettre. J'ai choisi une robe fourreau bleu nuit élégante avec un léger scintillement qui captait la lumière quand je bougeais. Elle était élégante sans être tape à accent grave-l'œil, le genre de robe qui disait que j'avais ma place dans des environnements professionnels haut de gamme. J'ai dépensé 300 €. J'aurais dû les économiser pour un nouveau logiciel de design, et une centaine d'autres pour des chaussures qui n'embarrasseraient pas ma mère, soucieuse de la mode. J'ai pris rendez-vous dans un salon pour une coiffure professionnelle, quelque chose que je n'aurais normalement jamais considéré comme nécessaire. La semaine avant la fête, je me suis enfermé dans mon atelier et j'ai créé une pièce sur mesure pour Adrien. Malgré notre relation compliquée, je voulais lui offrir quelque chose de significatif. J'ai conçu une ligne d'horizon stylisée de Lyon avec des références subtiles à des lieux de notre enfance incorporés dans les bâtiments. Dans le coin, presque caché, j'ai inclus 2 petites silhouettes qui nous ressemblaient enfants. La pièce a nécessité 16 heures de travail, et je l'ai fait encadrer professionnellement avec un passe-partout sur mesure et un verre de qualité musée. C'était le genre de cadeau qui démontrait à la fois mes compétences professionnelles et notre lien personnel. J'espérais que cela lui ferait voir la valeur de la voie que j'avais choisie. Le matin de la fête, j'ai répété des réponses aux questions inévitables sur ma carrière. J'ai préparé des descriptions concises de mes projets récents, mémorisé des noms de clients impressionnants et me suis entraîné à expliquer la croissance de mon entreprise en des termes que des gens d'affaires apprécieraient. Je me suis rappelé que mon revenu annuel égalait désormais ce que gagnaient de nombreux diplômés universitaires, que je possédais mon travail plutôt que de louer mon temps, que j'avais construit quelque chose à partir de rien grâce au talent et à la persévérance. Debout devant mon miroir, je me suis entraîné à sourire à travers les commentaires inconfortables. Je vais bien, merci. Les affaires ont été excellentes ce trimestre. Je viens de signer un contrat avec une chaîne de distribution nationale. Oui, je suis complètement à mon compte. Non, je ne regrette pas de ne pas être allé à l'université. Le marché des designers freelance est en fait assez robuste. J'ai pris un VTC pour me rendre sur le lieu de l'événement, un hôtel particulier historique au cœur de Lyon, connu pour accueillir des collectes de fonds politiques et des mariages de la haute société. Le chauffeur m'a demandé si j'assistais à un événement spécial, et j'ai ressenti une vague de fierté en expliquant que mon frère devenait associé dans son cabinet d'avocat. Pendant ce bref trajet, je me suis prélassé dans une gloire réfléchie et un lien familial, ignorant comment la nuit allait réellement se dérouler. Le hall de l'hôtel brillait de ses sols en marbre et de ses lustres en cristal.
En suivant les panneaux indiquant l'événement Dubois et Associés, je me suis approché de la salle de bal avec une anxiété croissante. Devant les portes se tenaient mes parents, déjà en train de discuter avec des gens que je supposais être les collègues d'Adrien. Ma mère portait une robe de créateur que j'avais reconnue dans les vitrines des boutiques de luxe, tandis que le smoking de mon père semblait taillé sur mesure. Ils formaient un couple remarquable, toujours beau et distingué au début de leur soixantaine. J'ai lancé un salut en agitant la main en m'approchant. Mon père a hoché la tête en signe de reconnaissance, mais a continué sa conversation sans pause. Ma mère s'est retournée, m'a jaugé rapidement avant de me faire une bise sur la joue qui n'a jamais vraiment atterri. « Tu es en retard », a-t-elle murmuré, lissant mes cheveux déjà lisses. « On t'avait dit 18h30 pour les photos. » L'invitation disait 19h, ai-je répondu, lui montrant le carton que j'avais dans ma pochette. « On a demandé à la famille d'arriver en avance », a-t-elle dit avec un léger froncement de sourcils. « Adrien nous l'a spécifiquement mentionné. »« Il ne t'a pas appelé ?»« Non, ai-je dit, même si je savais que ce n'était pas un oubli. » Adrien avait depuis longtemps cessé de m'inclure dans la coordination familiale. « Eh bien, tu es là maintenant », a dit ma mère, se retournant déjà vers le groupe avec qui elle parlait. « Trouve ton marque-place à l'intérieur. Je crois que tu es à la table 11. » Mon père a terminé sa conversation assez longtemps pour me faire une brève accolade d'un bras. « Content de te voir, Jennifer », a-t-il dit, utilisant mon nom complet comme il le faisait toujours. « C'est Jeanne, papa », ai-je corrigé automatiquement, bien qu'il fasse la même erreur depuis 28 ans. « C'est vrai, a-t-il acquiescé d'un air distrait avant de repérer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. « Tu devras m'excuser. C'est le juge Williams. Je devrais aller lui dire bonjour. » Je suis resté seul un moment avant d'entrer dans la salle de bal. Des tables rondes drapées de lin blanc entouraient une petite piste de danse, chaque centre de table présentant des roses blanches et des répliques miniatures de codes de loi. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Des serveurs en smoking circulaient avec du champagne et des amuse-bouches. J'ai repéré Adrien immédiatement. Grand et large d'épaules comme notre père, il se tenait au centre d'un cercle admiratif. Son smoking était parfaitement ajusté. Ses cheveux coiffés par un expert, ses gestes confiants alors qu'il racontait une histoire qui faisait rire son auditoire avec appréciation. Le succès lui semblait naturel, comme s'il était né pour ce moment. J'ai hésité, serrant mon sac à dos, ne sachant pas si je devais m'approcher. Adrien a résolu mon dilemme en levant les yeux et en me remarquant. Il a dit quelque chose à son groupe avant de se détacher et de marcher vers moi. « Jeanne, tu as pu venir », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Son parfum était cher, son sourire travaillé. « Félicitations pour la promotion », ai-je dit sincèrement. « C'est une sacrée célébration. »« Tradition du cabinet », a-t-il répondu d'un geste désinvolte. Chaque nouvel associé a droit au traitement complet. La plupart des invités sont des collègues et des clients, mais j'ai insisté pour que la famille soit là aussi. Bien que je vois que tu as manqué les photos. On ne m'en a pas parlé, ai-je dit, mais j'ai réussi à garder un ton léger. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai tendu le sac à dos. Adrien l'a pris avec un merci distrait, le posant immédiatement sur une table voisine sans regarder à l'intérieur. Je regarderai plus tard. Viens rencontrer quelques personnes. Il m'a conduite vers un groupe de professionnels impeccablement vêtus qui m'ont regardé avec une curiosité polie. Voici ma sœur, a annoncé Adrien, sans donner mon nom ni ma profession. Une femme a tendu la main. Je suis Stéphanie Maurice, responsable du contentieux des sociétés. Vous êtes dans quel cabinet? Avant que je puisse répondre, Adrien a ri. Oh, Jeanne n'est pas avocate. Elle est artiste. Elle fait des dessins. Je suis en fait designer graphique, ai-je clarifié. Je dirige mon propre studio spécialisé dans le branding et l'illustration commerciale. Comme c'est intéressant, a dit Stéphanie sur le ton que les gens utilisent quand ils trouvent quelque chose tout sauf intéressant. Et où avez-vous étudié? Je suis autodidacte, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Je développe mon entreprise depuis 10 ans maintenant. Adrien est intervenu. Jeanne a décidé que l'université n'était pas son truc. Il a fait des guillemets avec ses doigts autour du mot « décidé », suscitant des sourires entendus de ses collègues. « Excusez-moi », ai-je dit, faisant semblant de repérer quelqu'un de l'autre côté de la salle. Je dois aller dire bonjour à quelqu'un. Je me suis retiré au bar où j'ai commandé un verre de vin blanc et pris une profonde inspiration pour me calmer.
La soirée venait à peine de commencer et je me sentais déjà diminué. Je me suis rappelé que je n'avais rien à prouver à ces gens. Mon travail parlait de lui-même. Mes clients appréciaient mon talent. Mon compte en banque validait mes choix. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, les petites piques continuaient de s'accumuler. Pendant le dîner, j'étais assise à une table éloignée du groupe principal avec des parents éloignés et quelques membres du personnel administratif. Quand la conversation s'est tournée vers les carrières, l'intérêt pour mon travail s'est évaporé dès que j'ai mentionné mon manque d'éducation formelle. Pendant le moment de convivialité avant le dessert, ma mère m'a présenté à ses collègues de l'université comme sa fille, qui a toujours été créative. Son ton suggérait que la créativité était un trait charmant mais inutile. J'ai entendu mon père raconter à ses amis médecins les réussites académiques d'Adrien, détaillant chaque honneur depuis l'assiduité parfaite en maternelle jusqu'à la revue de droit à la faculté. Quand quelqu'un a poliment posé des questions sur moi, il a répondu que je cherchais ma voie, que je me cherchais encore. J'avais 28 ans avec une entreprise établie. Pourtant, à ses yeux, je restais éternellement inachevé, en permanence en cours. Alors que le dessert était servi, l'associé directeur du cabinet est monté sur la petite estrade et a tapoté un microphone. « Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé, il est temps de célébrer notre nouvel associé, Adrien Dubois. » Les applaudissements ont rempli la salle alors qu'Adrien se dirigeait vers la scène. Il avait l'air parfaitement à l'aise. Né pour être sous les projecteurs. J'ai applaudi avec tout le monde, espérant toujours que quelque part dans son discours, il reconnaîtrait que le succès se présente sous différentes formes. J'ai regardé avec une anticipation croissante le moment approché où mon frère reconnaîtrait publiquement notre famille. Je n'aurais pas pu imaginer à quel point j'allais me tromper. La salle de bal de l'hôtel Bellecour représentait tout ce que ma famille valorisait, le luxe, la tradition et l'exclusivité. Des lustres en cristal jetaient leur lumière sur des nappes blanches impeccables et de l'argenterie polie. Le cabinet n'avait reculé devant aucune dépense pour la célébration de son plus jeune associé. Des arrangements floraux frais ornaient chaque surface, leur parfum se mêlant aux eaux de Cologne coûteuses et à l'arôme de la cuisine gastronomique. Tout dans l'environnement renforçait l'idée que c'était un endroit pour les gens qui avaient suivi les règles et gravi les bonnes échelles. J'ai siroté mon vin et observé les dynamiques sociales qui se déroulaient autour de moi. La hiérarchie était claire, des associés principaux qui captaient l'attention aux tables centrales aux jeunes collaborateurs qui riaient un peu trop fort aux blagues de leurs supérieurs. Les membres de la famille des autres avocats se saluaient avec la familiarité aisée de personnes qui avaient assisté à de nombreuses fonctions de ce type ensemble au fil des ans. Je ne reconnaissais personne. Un homme plus âgé s'est approché de mon coin isolé. Il s'est présenté comme étant Harold Dubois, l'associé fondateur, maintenant semi-retraité. Monsieur Dubois avait des yeux bienveillants qui se plissaient au coin. « Vous devez être la sœur d'Adrien », a-t-il dit en tendant la main. « Vous lui ressemblez au niveau des yeux. » « C'est bien moi, ai-je confirmé, Jeanne Dubois. » Adrien parlant bien de vos talents créatifs, a-t-il dit, me surprenant complètement. Ma petite fille s'intéresse à l'art. Avez-vous des conseils pour les jeunes qui poursuivent des carrières créatives? Pendant un instant, je me suis senti visible. J'ai partagé avec enthousiasme des idées sur la constitution de portfolio, la recherche de mentors et le développement de compétences commerciales parallèlement aux compétences artistiques. Monsieur Dubois a écouté attentivement, posant des questions réfléchies. Notre conversation a été interrompue lorsque ma mère est apparue, glissant son bras dans celui de Monsieur Dubois. « Harold, je vois que vous avez rencontré Jeanne, » a-t-elle dit. « J'espère qu'elle ne vous a pas ennuyé avec ses petits projets. »« Pas du tout, » a-t-il répondu. Nous avions une discussion fascinante sur l'entrepreneuriat créatif. Ma mère a ri comme s'il avait dit quelque chose d'amusant plutôt que de factuel. Eh bien, il y a quelqu'un que vous devez absolument rencontrer, a-t-elle dit, l'entraînant déjà au loin. Le président de l'université est ici, et il posait des questions sur votre fonds de bourse d'études. Monsieur Dubois s'est laissé entraîner, mais s'est retourné pour me faire un sourire sympathique. Ravi de vous avoir rencontré, Jeanne. Continuez votre bon travail. Cette brève interaction positive n'a fait que souligner à quel point le reste de la soirée avait été inconfortable. J'ai tenté de me joindre à une conversation entre mon père et plusieurs médecins, pour qu'ils posent la main sur mon épaule et m'éloignent en me chuchotant, c'est une discussion sur la politique hospitalière, Jennifer. Tu ne comprendrais pas le contexte. Quand j'ai essayé de discuter avec un groupe de jeunes avocats, ils sont devenus étrangement formels une fois qu'ils ont réalisé que je n'étais pas dans la profession juridique.
Leurs yeux balayaient la pièce à la recherche d'opportunités de réseautage plus avantageuses. Même le personnel de restauration semblait sentir mon statut d'outsider, me dépassant à plusieurs reprises avant que je puisse prendre un amuse-bouche de leur plateau. Vers 21h, la remise des cadeaux a commencé. Les associés et les collègues ont offert à Adrien des présents coûteux témoignant de leur estime, des boutons de manchette monogrammés, un whisky rare, des livres de droit anciens. Chaque cadeau était accueilli avec une appréciation appropriée et des remarques pleines d'esprit de mon frère, qui avait clairement répété sa routine de récipiendaire gracieux. Lorsque les cadeaux formels se sont terminés, ma mère m'a poussé du coude. « Tu as dit que tu avais apporté quelque chose. » J'ai hoché la tête et récupéré mon paquet soigneusement emballé de la table des cadeaux où il reposait, intact. Alors que je m'approchais d'Adrien, il était en pleine conversation avec l'associé directeur. Je suis resté là, maladroitement, attendant d'être reconnu. « Excuse-moi », ai-je finalement dit après près d'une minute à être ignoré. Adrien s'est tourné avec une impatience à peine dissimulée. « Oui. Je voulais te donner ça », ai-je dit, offrant le paquet. « Je l'ai fait pour ta promotion. » Il l'a pris avec un merci distrait et a déchiré l'emballage avec négligence. Rien à voir avec l'appréciation soignée qu'il avait montrée pour les autres cadeaux. Le cadre sur mesure a capté la lumière alors qu'il tenait l'œuvre d'art avec une expression perplexe. « C'est la ligne d'horizon de Lyon », ai-je expliqué, avec des endroits de notre enfance cachés dans les détails. « Vois, il y a le parc où nous jouions et le glacier au coin de la rue et ces deux petites silhouettes-là, c'est... » « C'est gentil », a-t-il interrompu, manifestement désintéressé par les touches personnelles qui m'avaient pris des heures à incorporer. Il a posé l'œuvre d'art contre le mur sans même terminer son examen. Pas vraiment mon style, mais merci pour l'intention. Ma mère est apparue à ses côtés et a jeté un coup d'œil à la pièce. « Oh, un autre de tes dessins », a-t-elle dit, comme si je lui avais présenté un gribouillage au crayon plutôt qu'une pièce professionnelle valant des centaines d'euros. « C'est gentil, ma chérie. » Elle l'a pris et l'a examiné en plissant les yeux. « C'est censé être Lyon ? Les proportions semblent fausses. »« C'est stylisé, maman, ai-je expliqué, essayant de cacher la déception dans ma voix. Ce n'est pas censé être photoréaliste. »« Eh bien, c'est l'intention qui compte, » a-t-elle dit, le reposant et redressant la cravate déjà parfaite d'Adrien. « Les photos de tout à l'heure sont magnifiques. » Le photographe a dit qu'il n'avait jamais vu une famille aussi photogénique. L'implication que les photos de famille étaient complètes sans moi n'a échappé à personne. Alors que le dîner se terminait et que le programme officiel approchait, je me suis retrouvé de plus en plus isolé. J'ai regardé ma montre à plusieurs reprises, calculant combien de temps je pourrais partir sans susciter de commentaires. La réponse, malheureusement, n'était pas avant le discours d'Adrien et au moins la première danse. Je me suis dirigé vers les toilettes des dames pour un moment de paix. À l'intérieur, j'ai trouvé deux jeunes femmes que j'ai reconnues comme étant des collaboratrices juridiques de la table d'Adrien. Elles se refaisaient une beauté et ne m'ont pas remarqué entrer dans une cabine. « Tu y crois, à sa sœur » a dit la première. « Elle a l'air tellement déplacée. »« Je sais » a approuvé la seconde. Adrien m'a dit que c'est une sorte d'artiste fauché qui a refusé d'aller à l'université. Ses parents la soutiennent encore financièrement. Je me suis figé. Le sang m'est monté au visage. L'accusation était complètement fausse. Je n'avais pas pris d'argent de mes parents depuis mes 20 ans, même pas quand j'avais eu une pneumonie et n'avais pas pu travailler pendant 6 semaines. J'avais mangé des nouilles instantanées et épuisé mes économies plutôt que de demander de l'aide. Une telle déception comparée à lui, a continué la première femme. Il a dit qu'il continue de l'inviter aux événements familiaux par obligation, mais qu'elle ne s'intègre pas vraiment à leur cercle social. J'ai dû faire un bruit car les deux femmes se sont soudainement tues. J'ai attendu qu'elles partent avant de sortir, les mains tremblantes en me les lavant au lavabo. Mon reflet montrait des joues rouges et des yeux trop brillants. J'ai pris plusieurs profondes inspirations, déterminé à ne pas les laisser voir que j'étais affecté. En retournant dans la salle de bal, j'ai trouvé les lumières tamisées et l'attention concentrée sur la petite scène où l'associé directeur présentait Adrien. Mon père a croisé mon regard depuis la table d'honneur et a froncé les sourcils, pointant sa montre. Je me suis glissé dans un siège vide au fond, ne voulant pas faire de scène en marchant jusqu'à la table familiale. Maintenant, alors qu'Adrien prenait le micro et commençait son discours, j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration et de garder mon sang-froid. Je croyais toujours, malgré tout, que lorsqu'il reconnaîtrait le soutien de sa famille, il m'inclurait avec une petite mention aimable.
Peut-être une blague sur sa sœur artiste qui a pris un chemin différent mais qui l'a quand même soutenu. Peut-être même un merci d'être venu malgré nos différences. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Et le moment qu'il a prouvé approchait à grands pas. Adrien se tenait sur la petite scène, captivant l'attention de chaque personne dans la salle. Le projecteur soulignait sa posture parfaite, son sourire confiant, son smoking sur mesure. Il a commencé par remercier les associés du cabinet pour leur mentorat, adressant des compliments soigneusement formulés à chaque avocat senior par son nom. La foule hochait la tête avec appréciation alors qu'il reconnaissait leur sagesse et leurs conseils. Il a parlé de son engagement envers les valeurs du cabinet et de sa vision pour contribuer à son prestigieux héritage. J'ai commencé à me détendre légèrement. Peut-être que le discours resterait purement professionnel, m'épargnant toute référence familiale. Ce serait mieux qu'une mention négative. Je pourrais filer pendant les applaudissements et envoyer mes félicitations par texto plus tard, depuis la sécurité de mon appartement. Mais ensuite, Adrien a changé de sujet. Maintenant, passons aux remerciements personnels, a-t-il dit, sa voix se réchauffant. Je ne serai pas ici ce soir sans le soutien indéfectible de ma famille. Le projecteur s'est élargi pour inclure mes parents à leur table au premier rang. Il rayonnait de fierté, ma mère épongeant ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Mon père, le docteur Thomas Dubois, a continué Adrien, m'a appris la valeur de la précision, de l'excellence et du dévouement. Ma mère, la professeure Diane Dubois, m'a inculqué l'amour du langage et de la communication persuasive. Ensemble, ils m'ont montré qu'avec de la discipline et de la concentration, tout objectif est atteignable. Mes parents se sont levés pour recevoir une salve d'applaudissements. Mon père a posé sa main sur son cœur en un geste d'appréciation. Ma mère a envoyé un baiser discret à Adrien. J'ai applaudi avec tout le monde, ressentant la piqûre familière de l'exclusion, mais rien que je n'avais pas déjà ressenti. Peut-être qu'il s'arrêterait là. Peut-être que les remerciements familiaux étaient terminés. Adrien a levé sa coupe de champagne. J'aimerais que tout le monde lève son verre aux personnes qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. La salle s'est exécutée, les verres se levant à l'unisson. À mes mentors, mes parents et mes amis, a dit Adrien. Et bien sûr. Ses yeux ont balayé la salle jusqu'à ce qu'il me trouve dans mon coin au fond. Un sourire s'est étendu sur son visage, me donnant un frisson dans le dos. Ce n'était pas son vrai sourire, mais celui que j'avais vu quand il était sur le point de gagner une dispute aux dépens de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, a continué Adrien, faisant un geste vers moi avec son verre, à ma sœur, Jeanne, qui nous a rejoints ce soir. Le projecteur a pivoté sauvagement jusqu'à ce qu'il me localise, sa luminosité m'aveuglant temporairement après la pénombre de mon coin. J'ai senti tous les yeux de la salle se tourner pour m'examiner. J'ai réussi à esquisser un petit sourire et un léger hochement de tête, espérant que ce moment passerait rapidement. Adrien a gloussé dans le micro. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voici ma sœur. Pas de diplôme, pas d'avenir, elle ne fait que vivre au crochet de la famille. C'est notre exemple à ne pas suivre, ce qui arrive quand on ne se donne pas à fond. La salle a éclaté de rire. Mes parents, au lieu de me défendre, se sont joints à eux. Mon père a secoué la tête d'un air de fausse désapprobation tandis que ma mère couvrait son sourire de sa main, tous deux clairement à l'aise avec moi comme étant la risée de la famille. Le projecteur est resté fixé sur moi, exposant chaque micro-expression qui traversait mon visage. J'ai senti la chaleur envahir mes joues et un bourdonnement a rempli mes oreilles. Le temps semblait ralentir, chaque seconde s'étirant douloureusement alors que les rires continuaient. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. Ce n'était pas une humiliation ponctuelle. C'était simplement la version publique de la façon dont ma famille m'avait toujours vu. Chaque accomplissement diminué, chaque compliment à double tranchant, chaque comparaison avec Adrien est soudainement apparue avec une clarté parfaite comme les pièces d'un schéma constant. J'avais été la déception de la famille dès l'instant où j'avais choisi ma propre voie. Et rien de ce que je réaliserais ne changerait jamais cette perception. J'avais deux choix. Je pouvais fuir la pièce en larmes, confirmant leur croyance en mon instabilité et mon immaturité, ou je pouvais répondre avec la dignité qu'ils ne pensaient manifestement pas que je possédais. Avec un calme délibéré, je me suis levé. Les rires ont commencé à s'apaiser alors que les gens remarquaient mon mouvement. J'ai marché lentement vers l'avant de la salle, sentant le poids de chaque regard. Le projecteur m'a suivi, éclairant mon parcours de l'ombre à la scène centrale. Quand j'ai atteint la table principale, j'ai pris une flûte de champagne intacte. J'ai regardé directement Adrien, toujours debout au micro.
Son expression était passée d'un amusement suffisant à une légère confusion. Il ne s'attendait pas à une réaction autre qu'une acceptation embarrassée ou un départ précipité. J'ai levé mon verre vers lui, imitant son geste précédent. Ma main était parfaitement stable. J'ai souri, non pas un sourire blessé ou en colère, mais le sourire calme de quelqu'un qui prend une décision qui va changer sa vie avec une certitude absolue. Santé, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la salle maintenant silencieuse. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. J'ai pris une gorgée de champagne, posé le verre doucement et me suis tourné pour partir. Le claquement de mes talons sur le parquet a résonné dans le silence complet qui était tombé sur la salle de bal. Personne ne m'a appelé. Personne n'a essayé de m'arrêter. Peut-être pensait-il que c'était un geste théâtral plutôt qu'un adieu sincère. En récupérant mon manteau au vestiaire, j'ai entendu le bourdonnement de la conversation reprendre derrière moi. La voix amplifiée d'Adrien faisant une blague pour dissiper le malaise. Au moment où je suis sorti dans l'air frais de la nuit, les applaudissements avaient repris, la célébration se poursuivant sans interruption. Dans le taxi du retour, je n'ai pas pleuré. Je me sentais étrangement calme, comme quelqu'un qui regarde le film de la vie de quelqu'un d'autre. Les lumières de la ville défilaient floues derrière la vitre alors que je faisais des listes mentales de ce qui devait être fait. Ce n'était pas une réaction impulsive, mais la reconnaissance finale d'une vérité que j'avais évitée pendant des années, ma famille ne me verrait jamais tel que j'étais vraiment, et continuer à chercher leur approbation ne ferait que me détruire petit à petit. Le chauffeur m'a demandé si j'allais bien, et j'ai réalisé que j'étais assise en silence devant mon immeuble depuis plusieurs minutes après notre arrivée. Oui, ai-je répondu, me surprenant par ma certitude. Pour la première fois depuis des années, je crois que je vais vraiment bien. Dès que je suis entré dans mon appartement, j'ai mis mon téléphone en mode avion. Je savais que les SMS et les appels commenceraient une fois l'événement terminé et que mon absence serait perçue comme plus qu'une sortie théâtrale. J'avais besoin de temps pour réfléchir clairement sans leur voix dans ma tête. Mon chat, Jasper, m'a accueilli avec son indifférence habituelle qui s'est progressivement transformée en curiosité alors que je commençais à sortir des bagages de mon placard au lieu de me mettre en pyjama. Je bougeais avec détermination, n'emportant que ce dont j'avais absolument besoin, des vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable, des articles de toilette essentiels, mes disques durs externes contenant tous mes fichiers de travail, et une petite boîte d'objets personnels irremplaçables. Tout le reste pourrait être remplacé ou récupéré plus tard. Jasper observait depuis le lit, la queue frémissante, alors que je me déplaçais dans l'appartement avec une énergie inhabituelle pour minuit. Quand ma valise et mon sac d'ordinateur ont été faits, j'ai pris Jasper et les serré contre moi, respirant son odeur familière. Je l'avais sauvé d'un refuge 3 ans plus tôt. Un chat tigré borgne et dégingandé que personne ne voulait. Nous nous comprenions. Je dois passer quelques coups de fil, mon pote, ai-je murmuré en le grattant derrière les oreilles. Le genre de coup de fil qu'on passe quand personne n'écoute. J'ai réservé une chambre d'hôtel acceptant les animaux en centre-ville pour 2 semaines, payant le supplément sans hésiter. J'ai envoyé un email à mes 2 clients actuels, expliquant que j'avais une urgence familiale et que je travaillerais à distance pendant un certain temps, mais en leur assurant que tous les délais seraient respectés. J'ai mis en place une réexpédition de courrier vers une boîte postale que j'établirai le lendemain. À 2 heures du matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Comme prévu, il y avait plusieurs appels manqués et SMS. La plupart venaient de ma mère, allant de où es-tu passé? Confuse, tu es vraiment théâtrale, irritée, conduis-tu? Réponds s'il te plaît, inquiète. Mon père avait appelé une fois mais n'avait pas laissé de message. Adrien n'avait pas cherché à me contacter du tout. J'ai simplement envoyé un SMS à ma mère, je suis en sécurité. J'ai besoin d'espace. S'il te plaît, respecte ça. Puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone, mis mon réveil à 7 heures et essayé de dormir. Quand le sommeil ne venait pas, j'ai fixé le plafond et mentalement redessiné ma vie à partir de zéro. À 7 heures, j'ai mis Jasper dans sa caisse de transport, chargé mes bagages dans un VTC et laissé la clé de mon appartement à ma voisine, Lisa, lui demandant d'arroser mes plantes jusqu'à ce que je trouve une solution. Elle n'a pas posé de questions, m'a juste serré dans ses bras et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Certaines personnes comprennent les limites instinctivement. La chambre d'hôtel était petite mais propre, avec une kitchenette et un bon Wi-Fi. J'ai installé mon ordinateur portable sur le bureau, créé un espace litière de fortune dans la salle de bain et déballé juste assez pour fonctionner. Ensuite, j'ai fait une liste de tâches pratiques. Trouver un nouvel appartement,
de préférence dans un quartier différent ou même une autre ville. Informer mon propriétaire que je ne renouvellerai pas mon bail. Mettre à jour mes coordonnées professionnelles. Établir de nouvelles relations bancaires distinctes des institutions utilisées par ma famille. À 9 heures, mon téléphone avait 67 notifications. Je les ai toutes ignorées et j'ai appelé un agent immobilier à la place, expliquant que j'avais besoin d'une location à court terme avec option d'achat, budget flexible, disponible immédiatement. L'urgence dans ma voix a dû se communiquer car elle a promis d'envoyer des annonces le jour même. J'ai travaillé toute la matinée, me concentrant sur un projet de branding dû la semaine suivante. Le rythme familier du design m'a calmé. Le flux créatif repoussant les pensées de la nuit précédente. Vers midi, j'ai finalement vérifié mes messages. Ma mère était passée de l'inquiétude à la colère. Ton comportement était complètement inapproprié. Adrien a été embarrassé devant ses collègues. Nous attendons des excuses. Mon père était plus direct. Cette recherche d'attention puérile doit cesser. Appelle ta mère. Il y avait aussi 3 messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Le premier était d'Harold Dubois. Les commentaires de votre frère étaient déplacés. Si vous êtes intéressé par un travail de design pour le rebranding de notre cabinet, veuillez m'appeler. Le second était de la collègue d'Adrien, Stéphanie. C'était la sortie la plus digne que j'ai jamais vue. Adrien s'est trompé sur vous. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un bon avocat. Le troisième était de ma cousine Taylor, la seule de mes parents à avoir choisi une voie non traditionnelle. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Je suis passé par là. Appelle-moi si tu as besoin d'une voix amie. Ces alliés inattendus ont provoqué mes premières larmes depuis l'incident. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais intériorisé le récit de ma famille sur mon isolement et mon échec. Il y avait des gens qui me voyaient différemment, qui reconnaissaient en moi quelque chose qui valait la peine d'être soutenu. J'ai enregistré leur numéro, mais je n'étais pas encore prête à répondre. J'ai passé cette première semaine dans un flou productif. Pendant la journée, je travaillais sur des projets clients avec une nouvelle intensité. Les soirées étaient consacrées à la recherche de lieux où je pourrais recommencer ma vie. J'ai envisagé Paris, Bordeaux, Nantes, n'importe où avec une forte économie créative et aucun lien familial. J'ai interviewé 3 assistants potentiels qui pouvaient travailler à distance, engageant finalement Zach, un récent diplômé d'école de design avec d'excellentes compétences organisationnelles et aucun lien avec le monde social interconnecté de Lyon. Les SMS de ma mère sont devenus de plus en plus frénétiques au fil des jours sans réponse. Au 5e jour, elle menaçait de déposer une déclaration de personnes disparues, bien que je lui ai clairement dit que j'étais en sécurité et que j'avais besoin d'espace. J'ai finalement répondu par un email formel, mettant mon père en copie. Je ne suis pas porté disparu. Je prends la distance nécessaire d'une dynamique familiale qui est devenue néfaste pour mon bien-être. Je suis en sécurité, j'ai un emploi et un logement. Veuillez ne pas contacter les autorités avec de fausses inquiétudes, car cela gaspillerait leurs ressources et nuirait davantage à notre relation. Je vous contacterai lorsque je serai prête à communiquer. La réponse est arrivée en quelques minutes. Un long email de mon père détaillant toutes les façons dont il m'avait soutenu, les sacrifices qu'ils avaient faits et l'ingratitude dont je faisais preuve. Il a mentionné la thérapie familiale comme si c'était une menace plutôt qu'une suggestion potentiellement utile. Le message ne contenait pas un seul mot d'excuse pour le comportement d'Adrien ni de reconnaissance des raisons pour lesquelles j'aurais pu être blessé. J'ai transféré l'email à une nouvelle thérapeute avec qui j'avais pris rendez-vous, ajoutant du contexte pour notre première séance le lendemain. 10 jours après la fête, j'ai trouvé mon nouveau chez moi, un appartement loft dans le quartier des Artistes de Marseille. L'agent immobilier a envoyé une visite virtuelle mettant en évidence la lumière du Nord, parfaite pour un studio, la communauté de professionnels créatifs de l'immeuble et le coût de la vie raisonnable par rapport à Lyon. J'ai signé un bail de 6 mois avec option d'achat et réservé une entreprise de déménagement pour la semaine suivante. J'ai écrit une lettre cordiale et professionnelle à mon propriétaire, joint un chèque pour les frais de résiliation de bail et organisé un service de nettoyage. J'ai mis à jour mon adresse professionnelle sur tous les documents officiels et sur mon site web. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque nationale sans présence à Lyon. J'ai trouvé un vétérinaire à Marseille pour Jasper. Méthodiquement, j'ai démêlé ma vie de ses racines lyonnaises. Chaque étape pratique semblait enlever un poids que je ne savais pas que je portais. La nuit avant de quitter Lyon, je suis retourné à mon appartement pour récupérer quelques derniers objets. Je m'attendais à moitié à trouver mes parents qui m'attendaient, prêts pour une confrontation dramatique.
Au lieu de cela, l'immeuble était calme. Mon appartement, propre et vide, paraissait plus petit que dans mes souvenirs. J'ai laissé mes clés sur le comptoir avec un mot pour le propriétaire le remerciant pour 5 bonnes années. En transportant la dernière boîte jusqu'à ma voiture, j'ai réalisé que je n'avais pas pleuré depuis ce premier jour à l'hôtel. La douleur s'était transformée en action déterminée. Chaque décision était un pas vers une vie autodéterminée. Le trajet vers Marseille le lendemain matin avait une portée symbolique, le lever du soleil dans mon dos alors que je me dirigeais vers le sud et l'ouest, vers une ville où personne ne me connaissait en tant que sœur ratée d'Adrien ou fille décevante des Dubois. J'étais simplement Jeanne, designer graphique, nouvelle locataire, propriétaire de Tchat, personne en devenir. Je ne me faisais aucune illusion sur le fait que la distance géographique seule guérirait les blessures infligées pendant des décennies. Mais alors que la silhouette de Lyon disparaissait dans mon rétroviseur, je me suis permis d'imaginer une vie définie par mes propres valeurs plutôt que par les attentes de ma famille. Cette seule possibilité rendait la route à venir plus lumineuse que celle qui était derrière moi. Marseille m'a accueilli sans fanfare ni résistance, juste avec l'acceptation neutre d'une ville habituée à la réinvention. Mon appartement loft occupait le 3e étage d'une usine textile reconvertie, tout en briques apparentes et fenêtres surdimensionnées. L'immeuble abritait une communauté de professionnels créatifs, un photographe, plusieurs écrivains, un fabricant de meubles et une petite agence de publicité au rez-de-chaussée. Ils se saluaient de la tête dans les couloirs mais posaient peu de questions, respectant l'entente tacite que chacun avait sa propre histoire, ses propres raisons d'être là. J'ai installé mon nouveau studio méthodiquement. La moitié sud du loft est devenue mon espace de travail avec des tables à dessin, une installation informatique et un espace de réunion pour les rares clients en personne. La partie nord, je l'ai désignée comme espace de vie, bien que les frontières soient souvent floues. Jasper s'est approprié un rebord de fenêtre ensoleillé, apparemment imperturbable par le changement de décor. Le premier mois, j'ai maintenu un silence radio avec ma famille malgré des tentatives de contact de plus en plus insistantes. Ma mère est passée des SMS inquiets aux messages vocaux émotionnels, puis à un email au ton remarquablement condescendant suggérant que je faisais une dépression nerveuse parce que je ne pouvais pas supporter le succès d'Adrien. Mon père a adopté une approche plus directe, utilisant ses relations à l'hôpital pour obtenir ma nouvelle adresse et m'envoyant une lettre recommandée me rappelant toutes les façons dont je les avais déçus au fil des ans, culminant avec mon départ ingrat. La lettre se terminait par la déclaration que lorsque je serais prête à m'excuser et à me comporter comme une adulte, il me réintégrerait dans la famille. J'ai parcouru les 2 communications et les ai transférées au docteur Melissa Jenkins, la thérapeute que j'avais commencé à voir chaque semaine. Lors de nos séances, elle m'a aidé à reconnaître des schémas que j'avais normalisés, les comparaisons constantes, le mépris de mes réalisations, la sape subtile de ma confiance. Nous avons travaillé à séparer mon estime de moi de leur approbation, un processus qui ressemblait à démêler un écheveau de fils tordu toute une vie. Lorsque les tentatives de contact de ma famille sont restées sans réponse, ils ont recruté des membres de la famille élargie pour me contacter. Des tantes, des oncles et des cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont soudainement envoyé des SMS avec des « comment vas-tu ?» désinvoltes qui menaient inévitablement à des questions du type « ne penses-tu pas que tu es dur avec tes parents ?» J'ai répondu poliment mais fermement que je prenais la distance nécessaire pour mon bien-être et que j'apprécierais qu'ils respectent cette limite. Seule ma cousine Taylor est restée une véritable alliée, appelant de temps en temps pour prendre de mes nouvelles sans pression ni jugement. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire de la fête de promotion, sa réponse a été d'une franchise rafraîchissante. Quel connard absolu. Tu mérites mieux. Cette famille a un sérieux problème avec quiconque sort des sentiers battus. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, je me suis plongé dans la construction de mon entreprise dans cette nouvelle ville. J'ai rejoint la Guilde des artistes graphiques de Marseille, participant aux réunions mensuelles et nouant progressivement des liens professionnels. J'ai accepté une invitation à parler dans une université locale sur l'entrepreneuriat dans les domaines créatifs, partageant mon parcours avec des étudiants qui me rappelaient mon jeune moi. 6 mois après mon déménagement, j'ai reçu un email inattendu d'Harold Dubois, l'associé fondateur du cabinet d'avocats d'Adrien. Il se souvenait de notre brève conversation à la fête de promotion et était impressionné à la fois par mon portfolio et par ma sortie digne cette nuit-là. Son cabinet était en plein rebranding et il voulait savoir si j'envisagerais de soumettre une proposition. L'ironie était impossible à manquer, ma première grande opportunité dans ma nouvelle vie venait de l'événement même qui avait mis fin à mon ancienne. J'ai accepté l'invitation, préparant la présentation la plus professionnelle de ma carrière. Lorsque je suis retourné à Lyon pour la réunion de présentation, j'ai séjourné dans un hôtel,
n'ai dit à personne de ma famille que j'étais en ville et me suis entièrement concentré sur l'affaire en cours. À ma surprise et à ma grande joie, le cabinet a choisi ma proposition plutôt que celle de plusieurs grandes agences, citant l'attention personnelle et la perspective nouvelle que j'offrais. Le projet a duré 3 mois et a conduit à des recommandations auprès de 2 autres cabinets d'avocats lyonnais. J'ai embauché Zach à plein temps pour gérer la charge de travail accrue et j'ai engagé une designer junior nommée Mia, une récente diplômée d'école d'art au talent exceptionnel mais sans relation. J'ai reconnu en elle la même soif de faire ses preuves qui m'avait animé pendant des années. C'est à cette époque que j'ai reçu ma première communication d'Adrien depuis la nuit de sa promotion. Son email était bref et sans excuse. J'entends dire que tu travailles avec Dubois et Associés maintenant. Tu utilises mes relations pour développer ton entreprise. De rien. Mettons ce drame familial derrière nous. L'anniversaire de maman et papa approche. Je l'ai lu 2 fois avant de rédiger une réponse. Adrien, ma relation professionnelle avec Dubois et Associés est basée sur mes compétences professionnelles, Carole Dubois a reconnu indépendamment. Je n'ai pas utilisé ton nom pour obtenir le contrat, et je ne le ferai pas. Concernant notre situation familiale, ce que tu perçois comme un drame, je le vis comme des limites nécessaires. Tes commentaires à ta fête de promotion n'étaient que le dernier exemple d'un schéma de dédain et de manque de respect qui a duré toute une vie. Tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance et d'excuses sincères pour ce schéma, je n'ai rien de plus à discuter. Je te souhaite un succès continu dans ta carrière. Jeanne. Je n'ai pas reçu de réponse, et je ne m'y attendais pas, mais composer cet email sans colère, sans besoin désespéré de son approbation, m'a semblé être une preuve concrète de mon indépendance émotionnelle croissante. Alors que ma première année à Marseille touchait à sa fin, mon entreprise s'était développée au-delà de mes attentes initiales. Le projet Dubois et Associés a conduit à un article dans un magazine de l'industrie du design mettant en lumière mon approche du rebranding des institutions traditionnelles. Cette visibilité a attiré des demandes d'entreprises de tout le Sud-Est, me permettant d'être sélectif quant aux projets que j'acceptais. Avec la sécurité financière est venue la confiance d'explorer de nouvelles directions créatives. J'ai développé une série d'ateliers pour les artistes autodidactes sur la gestion des aspects commerciaux des carrières créatives. M'inspirant de ma propre expérience, j'ai abordé les défis pratiques et les obstacles émotionnels qui n'étaient pas couverts par l'éducation traditionnelle. Le premier atelier s'est vendu en quelques jours, confirmant que mon parcours non conventionnel avait de la valeur pour d'autres confrontés à des chemins similaires. Grâce aux ateliers, j'ai rencontré Jordan, un développeur web spécialisé dans la création de plateformes pour artistes. Notre collaboration professionnelle a évolué en amitié, puis en une relation amoureuse basée sur le respect mutuel et des valeurs créatives partagées. Contrairement à mes partenaires précédents qui avaient soit pris ma situation familiale en pitié, soit encouragé la réconciliation à tout prix, Jordan comprenait l'importance des limites et du respect de soi. Quand je lui ai raconté toute l'histoire de la fête de promotion, sa réponse a été exactement ce dont j'avais besoin. Ça a dû être terriblement douloureux. Et ta réaction a été incroyablement courageuse. Avec ce système de soutien croissant d'amis, de collègues et ma relation avec Jordan, j'ai commencé à reconnaître que la famille pouvait être choisie plutôt que simplement héritée. C'étaient des gens qui m'appréciaient pour exactement qui j'étais, pas pour ce qu'ils souhaitaient que je devienne. Environ 18 mois après avoir quitté Lyon, j'ai été informé que j'avais été nominé pour le prix de l'entrepreneur émerge de l'Association des designers français. L'ironie était savoureuse. Mon prétendu manque d'avenir s'était transformé en une reconnaissance nationale de mon sens des affaires et de mon leadership créatif. La cérémonie de remise des prix aurait lieu à Paris et je devais prononcer un court discours d'acceptation si je gagnais. Je n'ai pas parlé de la nomination à ma famille. Leur validation n'était plus nécessaire pour que je reconnaisse mes propres accomplissements. Au lieu de cela, j'ai invité Jordan, Mia, Zach et ma cousine Taylor à y assister en tant que mes invités. Le soir de la cérémonie, vêtu d'une robe de créateur que je m'étais facilement offerte, j'étais assise à une table entourée de personnes qui célébraient sincèrement mon succès. Quand ils ont appelé mon nom en tant que gagnante, les applaudissements m'ont semblé authentiques plutôt qu'obligatoires. Debout au podium, regardant une salle remplie de pairs de l'industrie qui appréciaient mon travail pour ses propres mérites, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu lors des réunions de famille. Mon discours a reconnu le chemin non traditionnel qui m'y avait amené et a remercié ceux qui avaient soutenu ma vision plutôt que d'essayer de la remodeler. Je n'ai pas mentionné ma famille directement, mais j'ai inclus une phrase qui, selon Taylor plus tard, l'a fait pleurer. Parfois,
L'étape la plus importante pour trouver sa véritable voie est d'avoir le courage de s'éloigner de ceux qui ne peuvent pas en voir la valeur. Le lendemain matin, mon téléphone contenait des messages de félicitations de collègues et d'amis, mais aussi un SMS inattendu de ma mère. Vu ton prix en ligne. Ton père et moi sommes confus de ne pas avoir été invités ou mentionnés. Quand cette punition prendra-t-elle fin? Son message a cristallisé à quel point leur perspective avait peu changé, à quel point ils avaient complètement manqué le but de mon départ. Ce n'était pas une punition, c'était une protection. J'ai montré le SMS à Jordan, qui a simplement dit « Ils ramènent toujours tout à eux, hein ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à explorer Paris avec ma famille choisie, célébrant non seulement le prix, mais la vie que j'avais construite à partir de zéro. Ce soir-là, en flânant dans un magasin de fournitures d'art, j'ai réalisé que j'étais sincèrement heureuse. Pas le simulacre de bonheur que j'avais maintenu pendant des années de réunions de famille, mais une joie authentique construite sur l'autodétermination et une connexion véritable. 2 ans après avoir quitté la fête de promotion d'Adrien, j'étais passé de la déception familiale à une chef d'entreprise primée avec une pratique créative florissante, des relations significatives et un respect de soi durement gagné. Le voyage n'avait pas été facile ni linéaire, mais chaque étape m'avait éloigné du récit limitant que ma famille avait construit et rapproché de la vérité de ce que je pouvais devenir une fois libéré de leurs attentes. Ce que je n'aurais pas pu anticiper, c'est que la prochaine phase de ce voyage impliquerait d'affronter le passé directement plutôt que de simplement construire autour de son absence. L'occasion de le faire s'est présentée de manière inattendue, testant si ma force retrouvée pouvait résister au contact direct avec les personnes qui avaient passé une vie à la saper. La conférence de l'industrie à Strasbourg marquait le 3e anniversaire de mon départ de Lyon. J'avais été invité à prendre la parole lors d'un panel sur l'entrepreneuriat dans les domaines créatifs, partageant la scène avec des designers que j'avais autrefois admirés de loin. Mon entreprise s'était développée pour compter une équipe de 6 personnes avec des bureaux à Marseille et à Paris. Les jours où je remettais en question mon parcours étaient loin derrière, remplacés par la confiance tranquille qui vient de la construction de quelque chose de durable. Pendant le déjeuner de réseautage qui a suivi notre panel, j'étais en pleine conversation avec un client potentiel quand j'ai senti une tape sur mon épaule. En me retournant, je me suis retrouvé face à face avec Adrien pour la première fois depuis cette nuit à l'hôtel Bellecour. Il avait l'air essentiellement le même. Costume parfaitement taillé, posture confiante, sourire étudié. Pourtant, quelque chose dans ses yeux avait changé, une pointe d'incertitude qui n'avait jamais été là auparavant. « Jeanne », a-t-il dit, sa voix soigneusement neutre. « Je pensais bien que c'était toi sur la liste des intervenants. Tu as l'air différente. » J'ai hoché la tête, maintenant mon calme professionnel. « Adrien, c'est inattendu. Tu participes à la conférence ? » Il a secoué la tête. « Je représente un client qui sponsorise l'événement. J'ai vu ton nom dans le programme. » Un silence gênant s'est installé entre nous. 3 ans de mots non dits, créant une barrière presque tangible. Finalement, Adrien s'est raclé la gorge. « As-tu le temps pour un café ?» a-t-il demandé, désignant le hall de l'hôtel. J'ai envisagé de refuser, utilisant mon emploi du temps chargé comme excuse, mais la curiosité l'a emporté. Je me suis excusé auprès du client potentiel, promettant de le recontacter plus tard, et j'ai accompagné Adrien au café du hall. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre, tous deux raides et formels. Adrien a commandé un expresso tandis que je choisissais une tisane. Quand le serveur est parti, il m'a étudié avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Tu réussis bien », a-t-il observé. « Je vois ton travail partout maintenant. » La campagne pour l'avenue Montaigne était particulièrement impressionnante. J'étais surprise qu'il ait remarqué, et encore plus qu'il se souvienne de mon travail. « Merci », ai-je répondu. « Comment vont les choses chez Dubois et Associés ? » « Chargé », a-t-il dit. « Je suis en bonne voie pour devenir associé directeur l'année prochaine. »« Félicitations », ai-je dit, et je le pensais. Son ambition avait toujours été claire, et ses réalisations étaient authentiques, quoi que je pense de son comportement personnel. Un autre silence est tombé, plus lourd cette fois. Adrien tripotait sa tasse d'expresso, inhabituellement hésitant. « Écoute », a-t-il finalement dit, à propos de ce qui s'est passé à ma fête de promotion. J'ai attendu, curieuse de savoir s'il reconnaîtrait réellement le mal qu'il avait causé ou s'il le minimiserait simplement comme un drame familial. J'ai été déplacé, a-t-il admis, me surprenant. La blague n'était pas drôle et elle n'était pas juste. Je le savais même à l'époque.
Ce n'était pas une blague, Adrien, ai-je répondu d'un ton égal. C'était une humiliation publique et ce n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement d'une vie entière à être diminuée et méprisée par ma propre famille. Il a légèrement tressailli, mais n'a pas nié. Je sais. J'ai eu le temps d'y penser, surtout après Carole Dubois m'ait pris à part la semaine suivante et m'ait demandé quel genre d'homme se moquait publiquement de sa propre sœur pour faire rire. Ça a dû être inconfortable, ai-je observé, ressentant une vague de gratitude envers l'avocat plus âgé qui avait vu ma valeur quand mon propre frère ne le pouvait pas. Ça l'a été, a reconnu Adrien, surtout qu'il a enchaîné en me disant que tu faisais le rebranding du cabinet et que ton travail était exceptionnel. Il a suggéré que je t'avais assez sévèrement mal jugé. J'ai siroté ma tisane, laissant le moment s'étirer. Adrien n'avait jamais été doué pour les excuses. Une reconnaissance était probablement le mieux que je pouvais espérer. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il poursuivi, me surprenant à nouveau. Mais je veux que tu saches que je l'ai regretté. Pas seulement parce que ça m'a fait paraître mauvais, mais parce que c'était mal. Tu as construit quelque chose d'impressionnant, entièrement selon tes propres termes. Ça demande un courage que je ne suis pas sûr d'avoir. L'aveu lui a coûté. Je pouvais le voir dans la crispation de sa mâchoire. L'enfant prodige, reconnaissant la force de sa sœur, remettait en question le récit qu'il avait construit sur lui-même en tant que réussite familiale. Merci de dire ça, ai-je répondu. C'est important, même maintenant. Maman et papa demandent de tes nouvelles, a-t-il dit, changeant de sujet. Ils ont vu ton succès. Papa a même découpé cet article sur toi dans Capital. J'ai haussé un sourcil. Ont-ils reconnu qu'ils avaient tort? Adrien a hésité. Ils travaillent encore sur cette partie, mais tu leur manques. Ils vieillissent. Peut-être qu'il y a de la place pour une relation qui ne t'oblige pas à être celle qu'ils voulaient que tu sois. J'ai pesé ces mots avec soin. Est-ce possible? Après une vie entière de leurs attentes, peuvent-ils vraiment accepter qui je suis réellement? Je ne sais pas, a-t-il admis. Mais il parle d'essayer. C'est déjà quelque chose. Nous avons terminé nos boissons dans un silence plus confortable. Alors que nous nous préparions à partir, Adrien m'a tendu sa carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. Sans pression, a-t-il dit. Mais si jamais tu veux parler ou même juste échanger des SMS de temps en temps, ça me plairait. Les dîners de famille sont assez ennuyeux avec juste nous trois. J'ai souri légèrement, me souvenant d'un temps où ces dîners étaient une torture pour moi, et pourtant maintenant il les trouvait fades. J'ai pris la carte et lui ai donné la mienne en retour. J'y réfléchirai, ai-je promis. Et nous nous sommes séparés, non pas comme les frères et sœurs proches que nous avions été, mais pas non plus comme des étrangers. Quelque chose de nouveau s'était formé dans ce café. La possibilité d'une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie. Un mois plus tard, j'ai reçu un email de ma mère. Contrairement à ses communications précédentes, celui-ci n'exigeait ni n'accusait. Au lieu de cela, il était étonnamment réfléchi. Chère Jeanne, Adrien a mentionné qu'il t'avait vu à la conférence de Strasbourg. Il a dit que tu avais l'air bien et que ton entreprise est florissante. Je suis ton succès de loin à travers les publications de l'industrie. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi, en partie à cause de notre âge et en partie à cause de ton absence continue de nos vies. Bien que nous ne comprenions peut-être pas entièrement les choix que tu as faits, nous pouvons voir qu'ils t'ont mené à un lieu de succès et, nous l'espérons, de bonheur. Nous aimerions avoir l'occasion de te revoir, selon tes termes. Peut-être un lieu de rencontre neutre pour un déjeuner ou un café lors de ton prochain passage à Lyon. Avec amour, maman. J'ai lu l'email plusieurs fois, notant à la fois son ton conciliant et son évitement soigneux d'excuses directes. Je l'ai transféré au docteur Jenkins, qui m'avait aidé à naviguer les 3 dernières années de séparation familiale. Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé lors de notre session suivante. Qu'est-ce que vous voulez? A-t-elle répliqué de sa manière typiquement directe. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Pas une réconciliation fantasmée où ils se transformeraient soudainement en parents encourageants que j'avais toujours voulu. Pas non plus une continuation d'une rupture complète. Peut-être quelque chose entre les deux, une relation limitée avec des frontières claires. Je veux être vu pour qui je suis, ai-je finalement répondu. Pas comme une déception ou un projet, ou même comme une réussite qu'ils peuvent maintenant revendiquer. Juste comme moi-même, avec toutes mes complexités et mes choix. Alors peut-être que c'est ce que vous devriez leur dire, a-t-elle suggéré.
voyez s'ils sont capables de vous rencontrer sur ce terrain. J'ai composé une réponse soignée à ma mère, acceptant de la rencontrer lors de mon prochain déplacement professionnel à Lyon. J'ai spécifié un café près de mon hôtel plutôt que nos anciens repères familiaux, un territoire neutre où nous pourrions commencer cette reconnexion timide. 2 semaines plus tard, j'étais assise à une table près de la fenêtre, guettant leur arrivée. Mes parents sont entrés à l'heure précise, mon père balayant la pièce méthodiquement, tandis que ma mère m'a repéré immédiatement. Il semblait plus âgé que dans mes souvenirs, plus fragile en quelque sorte, bien qu'il se tienne toujours avec la dignité de personnes habituées au respect professionnel. Les salutations initiales furent maladroites. Le contact physique se limita à de brèves accolades guindées. Nous avons commandé du café et des pâtisseries, échangeant des banalités sur la météo et mon vol. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. « Tu nous as manqué, Jeanne », a-t-il dit formellement, comme s'il livrait des remarques préparées. « Ta mère et moi avons longuement discuté des événements qui ont conduit à ton départ. J'ai remarqué qu'il n'a pas spécifiquement mentionné le comportement d'Adrien ou le leur. Je suis content que tu aies réussi, a-t-il poursuivi. Le prix de design était assez prestigieux, si j'ai bien compris. Merci, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Mon travail a été épanouissant, mais je n'ai pas accepté de nous rencontrer pour discuter de mes réussites professionnelles. Je voulais aborder les dynamiques relationnelles qui ont rendu mon départ nécessaire. Ma mère a légèrement tressailli. Devons-nous vraiment remuer de vieilles rancœurs, a-t-elle demandé. Ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant? J'ai secoué la tête. Aller de l'avant nécessite de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Pendant des années, j'ai été traité comme ayant moins de valeur parce que j'ai choisi un chemin différent. Les commentaires d'Adrien à sa fête de promotion n'étaient pas un incident isolé. Ils étaient l'aboutissement d'une culture familiale qui m'a constamment sapé et méprisé. Mon père a commencé à protester, mais ma mère a posé sa main sur son bras. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, a-t-elle reconnu doucement. Nous avions certaines attentes, certaines définitions du succès. Tes choix ne correspondaient pas à ces définitions, et nous avons eu du mal à voir au-delà de notre propre perspective. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais entendu de sa part. J'apprécie cette reconnaissance, ai-je dit. Ce dont j'ai besoin à l'avenir, c'est du respect pour mes choix, mon entreprise et mes limites. J'ai construit une vie dont je suis fier. Si vous voulez faire partie de cette vie, cela doit être sur la base du respect mutuel. Mon père a hoché la tête lentement. Nous pouvons essayer, a-t-il dit. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons essayer. Nous avons passé le reste de la réunion à établir les paramètres de cette nouvelle relation. Des appels téléphoniques mensuels, des visites occasionnelles, aucun conseil non sollicité sur ma carrière ou ma vie personnelle. J'ai clairement indiqué que tout retour aux anciens schémas entraînerait une nouvelle prise de distance de ma part. Ils ont accepté, bien que je puisse voir l'effort que cela coûtait à mon père d'accepter ces termes. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère a hésité, puis a demandé, « Seras-tu là pour Noël cette année ? Nous aimerions beaucoup que tu sois là. » J'ai pensé aux 3 derniers Noëls passés avec des amis et la famille de Jordan, des rassemblements détendus, sans performance ni jugement. J'y réfléchirai, ai-je répondu honnêtement. Mais si je viens, Jordan viendra avec moi. Ton petit ami, a demandé mon père. Adrien l'a mentionné. Mon partenaire, ai-je corrigé. Il est une partie importante de ma vie. Ils ont échangé un regard, mais ont hoché la tête en signe d'accord. Notre relation est restée un travail en cours dans les mois qui ont suivi. Certaines conversations étaient fluides, tandis que d'autres déclenchaient d'anciens schémas qui nécessitaient une correction douce mais ferme. Mon père a eu plus de mal que ma mère à m'accepter comme une égale plutôt que comme une fille à guider. Ma mère a fait de véritables efforts pour s'enquérir de mon travail avec un réel intérêt plutôt qu'une tolérance polie. Adrien et moi avons établi notre propre reconnexion prudente, principalement par des SMS occasionnels sur des sujets neutres. Il m'envoyait des articles liés à mon secteur. Je le félicitais pour ses étapes professionnelles. Nous n'étions pas les frères et sœurs proches de notre petite enfance, mais nous n'étions pas non plus des adversaires. 6 mois après notre rencontre au café, j'ai accepté une invitation pour le dîner de Noël, amenant Jordan avec moi. La soirée a eu des moments tendus, mais aussi des rires sincères. Quand mon père a commencé à me faire la leçon sur la planification fiscale de mon entreprise, je lui ai calmement rappelé notre accord sur les limites. À son crédit,
Il s'est arrêté en pleine phrase et s'est excusé. Cette nuit-là, dans notre chambre d'hôtel, Jordan m'a demandé si je regrettais de m'être reconnecté avec ma famille. Non, ai-je dit après mûre réflexion. Mais je ne regrette pas non plus d'être parti. J'avais besoin de trouver ma propre valeur avant de pouvoir interagir avec eux de manière saine. La distance m'a donné une perspective que je n'aurais pas pu acquérir autrement. Le printemps suivant, j'ai été invité à prononcer le discours de remise des diplômes à l'école d'art de Marseille. Debout au podium, face à des centaines de jeunes créatifs se préparant à tracer leur propre chemin, j'ai partagé les leçons de mon parcours sans nommer ma famille directement. Votre valeur n'est pas déterminée par les diplômes, les titres ou les attentes des autres. Elle se construit par le courage de poursuivre votre propre vision, la résilience pour surmonter le rejet et la sagesse de reconnaître quand s'éloigner est nécessaire pour grandir. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de créer une distance avec ceux qui ne peuvent pas voir votre valeur. Et parfois, si vous avez de la chance, cette distance crée un espace pour une nouvelle compréhension des deux côtés. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que vous n'avez pas besoin de permission pour définir votre propre succès. Le chemin que les autres ne peuvent pas comprendre est peut-être exactement celui que vous êtes censé suivre. Faites confiance à ce voyage, même lorsqu'il est solitaire. Créez des liens avec ceux qui célèbrent plutôt que de simplement tolérer vos choix. Et souvenez-vous que la famille peut être trouvée aussi bien que née, créée par le respect mutuel et l'acceptation sincère. Alors que les diplômés applaudissaient, j'ai aperçu mes parents et Adrien assis tranquillement au fond de la salle. Ils avaient fait la route depuis Lyon sans me le dire, un geste qui aurait semblé intrusif un an plus tôt, mais qui semblait maintenant une véritable tentative de comprendre mon monde. Après la cérémonie, ils se sont approchés avec une certaine hésitation, conscients qu'ils entraient sur mon territoire plutôt que sur le leur. C'était assez puissant, a dit mon père, avec un respect sincère dans la voix. Tu es devenue une sacrée oratrice. J'ai toujours su que tu étais éloquente, a ajouté ma mère. Mais te voir inspirer tous ces jeunes, sa voix s'est éteinte, l'émotion la rendant inhabituellement sans mots. Merci d'être venu, ai-je dit, les incluant tous les trois dans mon sourire. Voulez-vous vous joindre à nous pour le déjeuner? Mon équipe a une table réservée pour célébrer. Ils ont accepté et, pour la première fois, sont entrés dans mon monde professionnel en tant qu'invités plutôt que juges. Alors que je les présentais à mes collègues et amis, je les ai regardés lutter, et réussir la plupart du temps, à me voir à travers les yeux des autres. Non pas comme la déception de la famille, mais comme un mentor respecté, une chef d'entreprise prospère et une amie précieuse. Le voyage n'était pas terminé, la guérison pas absolue. Il y aurait encore des moments d'incompréhension et de vieilles habitudes refaisant surface. Mais debout là, entouré de ma famille choisie et de ma famille de naissance, j'ai reconnu que la véritable indépendance m'avait donné la force de tenter une réconciliation sans me perdre dans le processus. Le chemin à parcourir ne consistait pas à oublier le passé, mais à s'assurer qu'il ne contrôlait plus mon avenir. La nuit douloureuse de la fête de promotion d'Adrien m'avait finalement forcé à revendiquer mon propre récit, à construire une vie basée sur un succès auto-défini plutôt que sur une validation externe. Cette liberté valait chaque étape difficile du voyage.